C'est l'heure de l'entretien. Ce matin avec nous, le sénateur de Paris communiste, Yann Brossat. Bonjour. Bonjour. C'est parti. Dans l'actualité du jour, le vote donc, des députés pour un renforcement du soutien à l'Ukraine, donc appelant au gel, à geler les avoirs russes. Les communistes et LFI ont voté contre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre position ? La question pour moi n'est pas de savoir s'il faut soutenir l'Ukraine. Nous avons toujours dit que dans cette affaire, il y avait un agresseur, en l'occurrence la Russie, et un pays qui était agressé, en l'occurrence l'Ukraine. Simplement, il y a aujourd'hui, et on l'a encore vu dans cette proposition de résolution, beaucoup d'ambiguïté ou d'inquiétude que peuvent susciter les prises de position d'un certain nombre de ministres. On voit bien par exemple que dans le cadre de l'effort qui est proposé, il y a un certain nombre de gens qui commencent à dire qu'il va falloir revenir sur des acquis sociaux. Parce qu'on nous dit à l'échelle de l'Union européenne 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe, et on nous dit pour financer ce réarmement de l'Europe, cela va supposer de remettre en cause le modèle social français. Vous parliez du journal libéral L'Opinion tout à l'heure. L'Opinion, par exemple, a fait sa une autour de l'idée qu'il faudrait passer à la retraite à 70 ans pour financer l'effort de guerre. Et donc on voit bien qu'on commence à entrer dans le vif du sujet, dans le dur du sujet. Et il est bien évident que nous ne pouvons pas, nous, donner quitus à l'idée qu'il faudrait remettre en cause le modèle social français pour financer le réarmement de la France et plus globalement de l'Europe. Justement, cet effort de guerre, est-ce que du coup vous plaidez pour mettre à contribution les plus riches plutôt que justement les citoyens français lambda, je dirais ? Bien sûr. Mon sentiment surtout, c'est que dans cette affaire, on se sert de prétexte de la nécessité de réarmer l'Union européenne, de nous doter d'une autonomie stratégique par rapport aux États-Unis et à la Russie, pour remettre en cause tout l'héritage du Conseil national de la résistance. Et donc, bien sûr qu'il y aurait besoin d'autres voies, et notamment, vous avez raison de le dire, un financement plus important de la part des hauts revenus. On a dans notre pays depuis maintenant 7 ans une augmentation extrêmement forte des inégalités sociales, des milliardaires qui se gavent pendant que la grande majorité des Français a du mal à boucler ses fins de mois, et il est hors de question de demander des efforts supplémentaires à ceux qui travaillent, qui produisent les richesses de notre pays et qui, eux, n'en peuvent plus. Mais vous savez, à chaque fois, ils cherchent des prétextes. D'abord, il y a eu, au lendemain de la dissolution, la dette. Ils se sont aperçus que le pays était endetté plus que de raison. C'est quand même extraordinaire. Pendant toute la campagne des élections législatives, ils n'en ont pas dit un mot. Ils se sont réveillés au lendemain des élections législatives. Ils ont dit « Ah ben là, on ne va pas pouvoir remettre en cause la réforme des retraites parce qu'on est endetté. » Puis maintenant, ils nous disent « Ah ben non, on ne va pas pouvoir remettre en cause la réforme des retraites souhaitée par la majorité des Français parce qu'il y a l'effort de guerre. » Tous les prétextes sont bons pour éviter d'avancer dans le sens du progrès social. Donc il ne faut évidemment pas être naïf et donc proposer, comme nous le faisons, comme d'autres à gauche d'ailleurs, un nouveau partage des richesses. Justement, l'Ukraine, je reste sur l'Ukraine, un plan de cessez-le-feu donc sur la table, négocié et approuvé donc par les Ukrainiens et les Américains. Donald Trump a annoncé que des négociateurs devraient se rendre en Russie pour pousser donc Moscou à accepter cette proposition de cessez-le-feu. Est-ce que vous y croyez, justement, la résolution de ce conflit avec ce qui se passe actuellement et les positions américaines, ukrainiennes ou russes ? En tout cas, c'est un pas dans le bon sens. Je crois que le souhait largement partagé, c'est qu'on arrive à un cessez-le-feu à court terme, à la paix à terme, de telle sorte qu'on puisse sortir de ce conflit, parce que ce conflit, cette guerre qui a trop duré maintenant, est comme toutes les guerres, monstrueuse et génère des souffrances terribles. Donc si il est possible d'en sortir par la voie diplomatique, je ne peux que m'en réjouir. C'est d'ailleurs ce que nous proposions, nous, depuis fort longtemps. Revenons à la France et l'affaire Betaram, qui semblait un peu passer aux oubliettes ces derniers temps. Là, la présidente de la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire, créée à la suite de cette affaire, a annoncé hier que François Bayrou serait auditionné. Il faut, selon vous, que le Premier ministre s'explique plus en profondeur et plus longuement sur cette affaire. D'abord, oui, et je pense que tout ce qui ira dans le sens d'une plus grande clarté, d'une plus grande transparence est bon. On a besoin de savoir quel a été le rôle de François Bayrou dans cette affaire, à la fois
comme ministre de l'Éducation nationale entre 1993 et 1997 et comme président du conseil départemental, puisqu'il semble, conseil général comme on disait à l'époque, puisqu'il semble qu'il a été, c'est le moins qu'on puisse dire, particulièrement impliqué dans ce dossier, qu'il connaissait bien aussi, puisque son épouse faisait le catéchisme à Bétharram. Plus globalement, moi, ma conviction, c'est qu'on a besoin d'une transparence plus forte sur la situation de l'école privée confessionnelle dans notre pays. Parce qu'il y a bien sûr le scandale Bétharram, il y a eu d'autres scandales qui ont éclaté il y a quelques mois, quelques années, je pense en particulier à Stanislas, je parle en tant qu'élu parisien, il y a eu trop de dérives. Dans cette affaire, il y a beaucoup d'argent public qui est en jeu, et dès lors qu'il y a de l'argent public, il doit y avoir des exigences, il doit y avoir des contrôles. Et mon sentiment, c'est qu'on a laissé l'école privée se développer à vitesse grand V, sans pour autant que des garanties ne soient accordées en termes de respect des principes républicains. Vous savez, je le dis en pensant notamment aux suppressions massives de classes qu'il va y avoir dans l'école publique en septembre prochain, la prochaine rentrée scolaire. Et on sait bien ce qui se passe. Quand on supprime massivement des postes d'enseignants et des classes dans l'école publique, quand on fragilise l'école publique, on favorise l'école privée. Et donc, on laisse, et j'allais dire sciemment, l'école privée se développer au détriment du service public de l'éducation. Et donc, on aurait besoin, oui, de plus de contrôle sur l'école privée, a fortiori dans une période où, malheureusement, elle se développe au détriment de l'école publique. Justement, vous parliez d'argent public, et il y a Mediapart qui vient de faire une nouvelle révélation qui annonce que François Bayrou a accordé au bas mot 1 million de francs de subvention à l'établissement privé, alors qu'il était déjà au courant des violences physiques notamment qui pouvaient se passer dans cet établissement. Comment vous réussissez à ces nouvelles révélations? Vous parliez à l'instant d'argent public et là justement il y a des faits concrets qui le prouvent. D'abord je remercie Mediapart pour ce travail parce que c'est quand même paradoxal qu'on ait aujourd'hui besoin de la presse pour savoir combien d'argent public a été versé par M. Bayrou à l'époque à cet établissement qui faisait déjà l'objet d'un certain nombre de critiques. Donc moi ce que je souhaite c'est qu'on sache combien nous coûte en France l'école privée, de manière globale, évidemment Bétharram, mais de manière globale. Combien nous coûte l'école privée et quelles garanties nous avons en échange de l'argent public qui est versé à ces établissements privés, quelles garanties nous avons en termes de respect des principes républicains et puis des principes élémentaires qui consistent par exemple à ne pas frapper les élèves. Bon. Et aujourd'hui, on sent bien qu'on a des établissements qui se contentent d'empocher le cash que lui versent les pouvoirs publics et qui, en face de ça, ne garantissent absolument rien. Comment, selon vous, on peut expliquer justement cette différence de traitement entre les établissements privés catholiques et les établissements privés musulmans, notamment en termes de contrôle, en fait? Là, récemment, il y a encore le lycée Al-Kindi, près de Lyon, qui a été contrôlé et qui a vu son contrat avec l'État prendre fin. Comment on explique cette différence? Vous avez raison de le dire. Le sentiment d'un attachement aux principes républicains à géométrie variable, le sentiment aussi, plus globalement dans notre société, d'un attachement au principe de laïcité à géométrie variable, d'une laïcité qui, bien souvent, est utilisée uniquement pour taper sur nos compatriotes musulmans, c'est une réalité. Et je le vis tous les jours au Sénat, avec une droite qui multiplie les prises de position soi-disant pour la laïcité et qui, en réalité, ne vise que la religion musulmane et que nos compatriotes musulmans. Quand on veut respecter les principes républicains, il faut les respecter partout. Et donc ça concerne y compris les établissements privés catholiques. Mais vous savez, moi je l'ai vécu aussi comme élu à Paris, quand on a voulu, par exemple, remettre en cause la subvention à Stanislas. Et vous avez toute la droite parisienne qui a expliqué qu'il est hors de question de toucher à Stanislas, alors que les principes républicains étaient foulés aux pieds de manière absolument spectaculaire. Et ben moi je suis favorable à l'égalité de traitement de tous, et quand il y a des principes républicains, ils s'appliquent à tout le monde, y compris aux établissements privés catholiques, puisque en l'occurrence c'est de ça qu'il s'agit. Effectivement. Dans l'actualité nationale, il y a également les tensions entre l'Algérie et la France. Donc ça continue, hein. On a l'impression d'une escalade ces derniers temps. Et hier, Bruno Retailleau s'est exprimé une fois de plus sur le refus de l'Algérie d'accepter sur son territoire ses ressortissants expulsés par la France. Il annonce avoir décidé avec le gouvernement d'une riposte graduée, avec déjà le retrait des facilités concernant les ressortissants algériens. Votre réaction, Yann
Stéphane Brossat sur justement les déclarations du ministre de l'Intérieur. Moi, je suis effaré par la montée des tensions entre la France et l'Algérie. Qu'on ait des divergences entre nos deux pays, c'est une réalité sur la question de Boualem-Sansal, sur la question de la reprise des OQTF dangereux par l'Algérie. Mais on a le droit, entre États souverains et indépendants, puisque l'Algérie est un pays souverain et indépendant, de traiter sereinement, paisiblement, des divergences qui peuvent nous opposer. Or là, on n'est pas du tout là-dessus. Et on sent bien que du côté du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, on est dans une pure et simple instrumentalisation politique du dossier algérien. D'ailleurs, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, il est ministre de l'Intérieur. Il se comporte comme ministre de tout. Et puis surtout, ce qui me frappe, indépendamment du fait que tout ça est quand même assez répugnant, et que tout ça est dangereux, y compris pour notre cohésion nationale, parce que sur le territoire français, on a un peu plus de 10% de la population française qui entretient des liens avec l'Algérie, des franco-algériens, des descendants d'Algériens. Et donc quand on tape sur l'Algérie matin, midi et soir, on se fait mal à soi-même et à une part du pays dans lequel nous vivons. Mais surtout, si je me base sur les résultats, depuis que le ministre de l'Intérieur a lancé ce bras de fer avec l'Algérie, qu'est-ce qu'il a obtenu ? Quand on est ministre de l'Intérieur, on est aux responsabilités. Donc on est jugé sur ses résultats. Il n'a rien obtenu. Il n'a pas obtenu, depuis qu'il passe son temps à insulter l'Algérie et les Algériens, une réalisation d'OQTF supplémentaire. Au contraire, ça a contribué à crisper totalement la relation entre la France et l'Algérie. Donc tout ça est à la fois dangereux et contre-productif en termes de politique publique. Et c'est ce qui me fait dire que l'objectif de Bruno Retailleau, ce n'est pas de régler les problèmes, c'est de les agiter pour créer un débat nauséabond sur notre territoire, en vue sans doute de la prochaine élection présidentielle, sur l'Algérie, en remettant du sel sur les plaies, sachant évidemment que c'est un dossier qui est encore abrasif. Et donc oui, tout ça me paraît très dangereux. Et dernière question, justement, où va-t-on justement en appliquant cette politique, en tout cas de Bruno Retailleau et ses discours, et sur l'Algérie notamment, et parfois sur d'autres thèmes, notamment sur, là on l'a vu lors du 8 mars, avec les manifestations des groupes d'extrême droite féministes. Bruno Retailleau, quel est son but là avec tout ça, selon vous ? Moi je suis convaincu d'une chose, il y a un objectif qui est de replacer les questions d'immigration au cœur du débat. Vous savez, là aussi, quand on regarde l'ordre du jour du Sénat, rien que la semaine prochaine, on a un texte sur la limitation de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers en situation régulière, un autre texte sur l'allongement de la durée de rétention en CRA. C'est une dérive qui vise en réalité à monopoliser le débat médiatique autour des questions d'immigration pour ne pas parler de la question sociale. L'immigration, c'est l'ardoise magique qui vise à effacer tous les autres sujets du débat. Notre rôle, à nous à gauche, c'est de remettre au cœur du débat les questions sociales, les questions du travail, la question des salaires, des services publics, toutes ces questions dont ils veulent nous empêcher de parler.